Bienvenue chez la famille Micard à Plan-les-Ouates dans le canton de Genève. Théo, Brice, Dany et Luca ont emménagé au rez-de-chaussée il y a 10 mois. Ils sont locataires, chacun a sa passion. Ils composent avec un seul salaire et font la chasse aux dépenses superflues. Leur dernière facture d'électricité a jeté un froid. C'était la très mauvaise nouvelle où effectivement on avait un joli 3 chiffres. On s'est dit ça avait quand même bien augmenté et on s'attend à ce que ça continue à augmenter, donc ça nous fait un peu peur. Et on se demande aussi, avec toutes les autres charges qui vont augmenter d'ici l'année prochaine en fait, il faut pouvoir tenir un budget familial. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Pour trouver une solution, nous leur avons proposé de rencontrer cette conseillère des services industriels de Genève. Sa spécialité, la traque au gaspillage énergétique à domicile. Premier constat, la consommation d'électricité de la famille Micard est conséquente. Depuis que vous êtes là, vous avez consommé à peu près 4600 kWh. Et puis donc sur 365 jours, ça va faire à peu près 5800 kWh par an. Donc, c'était bien ça, c'est la surprise dont j'avais peur. C'est une consommation qui est effectivement assez élevée. 5800 kWh par an, c'est 30 à 40% de plus qu'un foyer moyen. Il y a donc un potentiel d'économie certain, à commencer par la machine à café. Elle fait 1500 watts quand elle va tirer le café, mais après là, elle est encore en train de consommer. Je vous conseillerais, parce que je crois que celle-là, elle est relativement récente, de la programmer pour qu'elle se coupe entièrement quand vous ne l'utilisez pas. D'accord. Un conseil qui vaut pour tous les appareils utilisés ponctuellement, les débrancher ou installer un interrupteur. Donc je vois que vous avez des plaques, c'est de l'induction ? Oui, c'est de l'induction. Très bien, c'est les modèles qui consomment le moins, donc ça c'est parfait, vous ne pouvez pas mieux faire. À part utiliser des couvercles sur les casseroles pour faire des économies, c'est à peu près 7% d'économie quand on met un couvercle. D'accord. Et ça va réduire le temps de cuisson, donc c'est toujours ça de gagner. Bon point dans cet appartement récent en ce qui concerne l'éclairage. Il y a du LED partout, ou presque. Alors là, oui voilà, ça chauffe et on voit que ce n'est pas du LED, ça va être de l'halogène. Donc je vous inviterai de les remplacer si vous utilisez souvent cette lumière pour cuisiner. Effectivement, le soir pour cuisiner, c'est... Et donc vous devez avoir un frigo congélateur par ici, c'est ça ? Exactement. Super. Autre potentiel d'économie, les appareils réfrigérants. C'est environ 10% de la facture d'électricité des ménages. Alors c'est super, au moins il y a déjà les réglages qui sont indiqués. Donc on voit que vous êtes à 6 degrés pour le frigo et moins 19 pour le congélateur. C'est parfait. Alors 6 degrés, c'est top pour le frigo. Le congélateur, vous pouvez descendre à moins 18. Ça vous fera consommer à peu près 5 à 7% de moins d'électricité sur cet appareil. D'accord. Pour le reste, c'est tout bon. Je vais juste regarder au niveau du congélateur. Au moins la porte est bien étanche, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il ne fuit pas. Par contre, vous voyez, vous avez une belle couche de givre. C'est à peu près 1 ou 2 cm. Donc ça vaudrait la peine de le dégivrer parce que ça, par contre, ça va faire vraiment augmenter votre consommation. Ça peut représenter jusqu'à 30% de consommation de plus pour le congélateur. Ah, quand même. Oui. Surprise, il y a d'autres appareils électroménagers, certains pas tout jeunes, à l'arrière de l'appartement. Alors, les frigos, donc un frigo et un congélateur Exactement. supplémentaire. Souvent, on se dit qu'on va faire des économies en récupérant des appareils qui sont un peu plus âgés, mais qu'on n'aura pas achetés. Mais ils vont vraiment graver beaucoup sur votre facture d'électricité. Donc, par rapport à votre frigo, qui était relativement récent dans la cuisine, eux, ils vont consommer potentiellement 2 à 3 fois plus. Et puis, souvent, en fait, on a des congélateurs pour faire des économies en achetant en masse, mais en réalité, ça va vous coûter plus cher que les économies que vous faites en achetant des produits en action, par exemple. D'accord. Quant à la machine à laver, l'utiliser à plein, à basse température et en mode éco, et éviter tant que possible le sèche-linge. Vous avez la chance d'habiter en villa, donc je vous inviterai vraiment à utiliser plutôt le séchage naturel. Ça vous fera des grandes économies. On peut ? Oui. Super. Bonjour. Difficile à croire, mais c'est dans la chambre des ados que le potentiel d'économie est le plus grand. Donc, et pas mal d'équipements informatiques. Oui, effectivement. Le PC portable, ça va être à peu près une centaine de watts. Une tour normale, c'est à peu près 200 watts de puissance. Et les ordinateurs de gamers, ça peut monter à 1000. Donc, quand même. on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Même juste à 2 heures par jour, qui est une moyenne raisonnable de jeu, on va dire. Raisonnable. On va être à peu près à 1000 kWh par an. Donc potentiellement, presque un cinquième de votre facture peut passer dans les ordinateurs de vos enfants.
Bilan chiffré de la visite. Je pense que s'ils appliquent tous les éco-gestes qu'on a mentionnés et qu'ils revoient leur consommation et leur type d'usage, on pourrait probablement baisser de 1000 à 2000 kWh par an leur consommation, donc potentiellement jusqu'à 500 francs d'économie. Et la famille au complet est tombée d'accord. Parmi toutes ces dépenses, elle en a choisi 2 où elle réalisera des efforts et donc des économies. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est effectivement d'agir sur notre consommation électrique. Et puis la température, effectivement, il suffit de s'habiller plus et de se couvrir. Même si ça va être très difficile pour moi. Je suis très frileuse, mais ça peut être un compromis à faire en famille. Réalisable. Réalisable. Ouais. Tu crois que tu peux diminuer un peu ta consommation de jeux en ligne ou pas? Un petit peu. Franchement, s'il faut vraiment le faire, je pense que je le ferais un peu difficilement, ou en râlant, mais ouais, je le ferais. Ces économies d'électricité seront d'autant plus importantes d'ici quelques semaines. Les prix vont prendre l'ascenseur partout en Suisse dès 2023. Quelques exemples. À Plan-les-Ouates, l'augmentation des tarifs sera de 22,8%, à B de 41,6%, à Brigue, plus 62,2%. Prochain épisode à voir dans 15 jours. Un label maintenant orange et blanc que vous avez peut-être déjà repéré dans votre magasin. Déméter certifie les produits biodynamiques à ne pas confondre avec le bio classique. Le cahier des charges est plus exigeant et ce qui est très particulier, c'est qu'il y a derrière cet autocollant l'approche anthroposophique de Rudolf Steiner. Reportage tourné au printemps par Gabriel Tégédor et Dominique Gabriel. Je trouve que j'ai des vignes qui sont bien meilleure santé aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, j'étais sorti de la chimie, j'avais des sols pas mal propres, mais en fait, qui manquaient de vie, quoi. On les a pas nourris pendant des décennies, ces sols. On a nourri les plantes avec des engrais minéraux, mais on n'a pas nourri la vie du sol. Au cœur de Lavaux, un domaine de 2,5 hectares idéalement exposé. Ici, on cultive la vigne depuis le XIIe siècle. Jean-Christophe Picard est la 4e génération à la tête de ce domaine de libres penseurs. Au milieu des années 70, son père tente déjà de cultiver en bio sous les moqueries des voisins. Après quelques années en culture conventionnelle, Jean-Christophe, lui, décide d'aller plus loin que son père et de se lancer en biodynamie. La biodynamie, c'est quelque chose de global, de plus holistique, pour prendre un terme très à la mode. Et en définitive, on amène un autre regard sur le vivant. Grosso modo, c'est l'énergie cosmique qui donne la forme à la matière tellurique. Ça, c'est un raccourci, mais c'est la base. Ça, c'est la bouse de corne qu'on va mettre tout à l'heure. Concrètement, au cœur de la biodynamie, on trouve les préparations comme la célèbre bouse de corne qui sert à fortifier les plantes. Mettre le nez dedans et sentir la consistance. De toute façon, on va la ressortir à partir de 3 heures. Mais... C'est de la bouse de vache qu'on a mis dans des cornes avant l'hiver, enterrée en octobre sous une bonne couche de sol, dans un sol, si possible, de bonne facture, donc assez humique, évidemment pas du gravat, quoi. Et on va les ressortir, composter au mois de... là, on les sorti le 6 mai cette année. Composter, donc en fait, on ressort ces cornes et à l'intérieur, la bouse, elle a vraiment l'aspect de compost, quoi. L'idée de redonner l'influence animale dans les sols. En biodynamie, tout est question d'anticipation. On préfère renforcer la plante pour qu'elle s'en sorte toute seule. Mais contre les maladies de la vigne, pas de miracle. Comme en bio, on s'en remet au soufre et au cuivre. On travaille beaucoup en viticulture, en tout cas avec des tisanes. Donc des tisanes de prêle, d'ortie, d'osier, qu'on va mélanger quand même encore toujours à du soufre et du cuivre, même si on en met beaucoup moins qu'avant, on en utilise quand même toujours. Et ces tisanes, elles vont plutôt renforcer la vigne. Vous pouvez récupérer donc la suite, une fois que le toit est propre, que le ciel est propre. Là, c'est assez simple. J'ai disposé ces 2 chapeaux flottants ici. Pour faire les tisanes ou diluer la bouse de corne, on utilise de l'eau dynamisée, c'est-à-dire de l'eau longuement agitée, d'où le mot biodynamie. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'opération est complexe. Aujourd'hui, au domaine, un spécialiste est venu donner une formation sur ce sujet au cœur de la biodynamie. Comme ça, la première eau, ça coule.
et après, c'est l'eau qui passe. Même ceux qui sont là ce matin, c'est des gens qui sont en reconversion et qui ont repris des fermes ou qui sont intéressés. Donc, ce n'est pas forcément des acteurs qui ont 30 ans de carrière. C'est plutôt des gens qui démarrent et qui ont envie de démarrer avec quelque chose de nouveau. La biodynamie est un mouvement horizontal. Les éleveurs, les vignerons, les producteurs de céréales ou de légumes partagent volontiers leurs expériences lors d'échanges comme celui-ci. Ma docteur, qui est un peu clairvoyante, et elle a dit, attends... Et c'est nécessaire, car la biodynamie se base sur les écrits d'un homme, Rudolf Steiner, un touche-à-tout qui n'a rien d'un agriculteur. À Dornach, près de Bâle, se trouve le grand centre de l'anthroposophie, ce mouvement fondé par Steiner il y a 100 ans. Dans ce bâtiment dessiné par Steiner, on perpétue l'enseignement de celui qui a écrit sur la médecine, la spiritualité, l'art ou la pédagogie, ce qui donnera les célèbres écoles Steiner. Alors lui, c'est un universaliste. Alors il faut aussi comprendre, il ne peut pas toujours donner tous les détails comme un spécialiste. Il donne des indications de base sur un fond qu'il s'est créé avec cette science de l'esprit qu'il appelle anthroposophie. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a, disons, la possibilité de dire ça c'est une interprétation juste de Steiner ou pas juste. C'est open source. Et puis ça ne fait pas facile de gérer les choses, mais cette diversité au sein du mouvement anthroposophique fait absolument partie de ce qu'on est. Ce lieu est aujourd'hui un centre d'enseignement de l'anthroposophie et de pratiques artistiques. Évidemment, on y enseigne aussi la biodynamie en se basant sur la série de conférences que Steiner a données en 1924. Et toujours, on confronte la théorie à la pratique agricole. Je ne dois pas croire. Je peux comprendre, pas forcément comme je comprends 2 et 2 et 4, mais une compréhension, je dirais, inhérente à l'activité agricole. Je fais beaucoup de choses sur une ferme que je ne comprends pas intellectuellement, mais je comprends par mes mains, je comprends par la saison, je comprends en étant avec mes terres, avec mes plantes, avec les animaux. On le comprend quand vous essayez de comprendre le langage de la nature. C'est un langage. C'est comme si vous apprenez à lire une nouvelle langue. Au début, c'est que du chinois. Après, vous commencez à pouvoir voir les différents éléments. Puis après, vous voyez les mots et puis vous voyez les phrases et puis ça commence à faire sens. Et pourtant, tous ne trouvent pas dans cette langue nouvelle un quelconque sens. Laurent Cordonnier est sociologue, spécialiste des phénomènes de croyances collectives. Si on s'attend à avoir un cours aux agriculteurs, en effet, on sera surpris parce qu'on se retrouve à entendre parler de force, d'énergie, des concepts auxquels on n'est pas habitué lorsqu'on essaye de faire pousser des fruits et des légumes. Et donc, les éléments surnaturels qui interviennent dans ces cours-là sont surprenants. Mais si l'on sait à quoi on a affaire, si l'on sait qu'on a affaire à une pratique spirituelle et non pas à une pratique scientifique, on est moins surpris. Par contre, en effet, il ne faut pas non plus être surpris si ça n'amène rien de plus que les pratiques conventionnelles. Génie pour les uns, charlatan pour d'autres, depuis un siècle, Steiner divise. Entre anti- et pro-biodynamie, le fossé est immense. Alors, pour obtenir des données scientifiques, direction Terreville, près de Bâle. Sur ce terrain, depuis 1978, un organisme indépendant compare des cultures bio, biodynamiques et conventionnelles. Des résultats auscultés loin à la ronde. Dans les parcelles biodynamiques, on a trouvé une augmentation de la matière organique dans les sols. La fertilité des sols est aussi augmentée. On trouve une plus grande biomasse de bactéries et champignons, aussi des vers de terre. On trouve donc plus de vie dans un sol en biodynamie que dans un sol en bio. Et l'impact sur le climat est également meilleur. Et on peut mesurer aussi les émissions qui sont plus petites dans le système biodynamique comparé à bio.
Selon cette expérience, un sol en biodynamie absorbe plus de dioxyde de carbone qu'en bio et il émet moins d'azote, ce gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Préparation, vaporisation, compost, observation des astres, parmi toutes les recommandations biodynamiques, certaines ont un impact observable, d'autres pas. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas résolues dans cette comparaison des systèmes. Les préparations, ils sont utilisées à une dose assez petite, c'est 300 grammes par hectare, c'est presque rien. Hein. Mais je crois que scientifiquement, le compost est le plus grand effet. En biodynamie, le compost consiste à ne pas déverser les fumures directement sur les cultures, mais à les stocker, à les faire mûrir, grâce notamment à l'ajout de préparations à base de plantes médicinales. Par contre, selon cette expérience, pas de différence entre le bio et le biodynamique au niveau de la productivité. Le mouvement a le vent en poupe. En Suisse, c'est le label Déméter qui certifie les produits et les fermes biodynamiques. On est passé de 250 exploitations à plus de 400. En combien d'années? En l'espace de 5 ans. Et au niveau du volume de marché, on a triplé notre volume de marché en même temps. Ouais. Déméter impose un cahier des charges précis. C'est celui de Bio Suisse avec des exigences renforcées. Pour l'élevage, on n'écorne pas les vaches et on ne tue pas les poussins mâles, par exemple. Évidemment, on utilise la bouse de corne et l'eau dynamisée. Les tisanes et les composts sont fortement recommandés. Par contre, rien n'est imposé au niveau spirituel. Les producteurs ne sont pas forcément anthroposophes, il n'y a pas ce besoin, cette demande ou quoi que ce soit. On est libre de penser quand on fait du Déméter, il y a du Déméter qui se fait sur tous les continents, avec des gens qui pensent plein d'autres choses, et tant mieux. Voilà, un petit Dalais 19 nature, pas filtré, qui remplit des vertus de la terre. Là, c'est le jus de la terre, mais avec le côté fruité. Là. C'est une méthode agricole qui me permet de récupérer de l'autonomie. Mes sols gagnent cette autonomie et deviennent fertiles, naturellement, comme ils l'étaient bien avant qu'on arrive avec toute cette chimie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pour ce qui se passe dans les champs. On va regarder maintenant ce qui se passe en rayon avec vous, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme course cette semaine? Alors, je suis allé à la Coop et à la Migros, dans les magasins et aussi sur Internet, pour comparer les prix entre Déméter, bio et conventionnel. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Sur plus d'une vingtaine de produits, ça allait du citron aux patates, en passant par les spaghettis, l'huile d'olive ou les pommes. Ce qu'on peut dire, c'est que si on compare les produits Déméter aux produits bio, on a 42% de différence. Puis si on compare les produits Déméter aux produits conventionnels, on a 121% de différence. Ça veut dire 121% à payer en plus pour du Déméter. Donc des différences tout à fait spectaculaires. Pour bien comprendre ce que ça représente, on va prendre un exemple très concret, 1 kilo de carottes. Voilà, alors des carottes suisses achetées à la Coop, 1,95 franc le kilo en conventionnel. Elles valent 3,80 en bio, le jour où on les a achetées, et en Déméter, elles vaudraient au kilo 5,20 francs. Ça veut dire que ces carottes qui sont là en bout de table, en Déméter, elles coûtent 167% de plus que ces carottes conventionnelles et 37% de plus que les carottes bio. Oui, il y a des écarts encore plus spectaculaires. Par exemple, à la Migros, on a trouvé du riz Déméter long grain qui coûte, ramené au kilo, 7,20 francs. C'est 269% de plus que du riz conventionnel long grain aussi, 3,5 fois plus. Et c'est aussi 71% plus cher qu'en bio. 71% plus cher qu'en bio. Le riz, c'est vraiment l'écart maximal que vous avez observé. On va regarder encore maintenant ce qu'il en est avec 2 produits de consommation courante. Une boîte de 6 œufs et puis un yogourt nature, tout ça qui vient de Suisse. Oui, alors des œufs achetés à la Coop, la boîte de 6 œufs vaut 81% de plus qu'en conventionnel et 35% plus cher en Déméter qu'en bio. Le yogourt nature Déméter acheté à la Migros est 180% plus cher que le conventionnel et 80%
plus cher que le bio acheté dans le même magasin. Merci beaucoup Stéphane pour ces chiffres tout à fait édifiants. Bonne soirée à vous. Soirée. Et le détail de ce comparatif est déjà sur notre site abe.ch. Et puis on va parler de ces prix avec un agriculteur Déméter dans quelques instants. Mais d'abord, on va essayer de comprendre le fonctionnement du business de la biodynamie. Depuis 2016, on trouve les produits Déméter à la Coop et à la Migros. Aujourd'hui, chaque enseigne compte des dizaines d'articles allant des petits pots pour bébés aux fruits secs en passant par la charcuterie ou le lait. Un secteur qui se développe et attire les producteurs. On a déjà le marché qui est discuté avec la Migros et la Coop, alors c'est sûr qu'on peut les vendre. Là, j'ai plutôt le problème que j'aurai pas assez de marchandises parce qu'on va être très tôt ici. Et puis, il n'y a pas encore assez de carottes pour livrer tout le marché. On doit bien continuer à arroser maintenant parce que c'est sec. C'est maintenant que ça pousse, hein? Ouais. Mais tu as vu, ça prend bien les mauvaises herbes maintenant, encore une fois. Yannick Ether, 22 ans, vient de reprendre cette ferme située à Réna, à l'embouchure du lac Léman. Et déjà, c'est la rupture de stock pour les carottes estampillées Déméter. Sur 27 hectares, il cultive légumes et céréales. Ici, des courges protégées par ce film noir biodégradable. Après un CFC de maraîcher et une école de commerce, la biodynamie était un choix logique. C'est les engrais, les traitements des plantes, les préparations dynamiques qui m'ont vraiment fait réfléchir. Et puis, on est dans un monde où on a beaucoup de problèmes. Avec la nature, on a toujours plus de catastrophes et on doit toujours faire plus d'attention. Ouais. Et puis, c'est là où moi, je dis on doit faire quelque chose maintenant. Et puis, c'est pour ça que je m'ai mis en Déméter. Comme la ferme que Yannick a achetée était précédemment en bio, il a reçu le label Déméter dès sa deuxième récolte. Par contre, si ces terres avaient été cultivées en conventionnel, cela aurait pris 4 ans. Et évidemment, pour être labellisé, Yannick a également dû suivre une formation. Moi, j'ai fait le cours Déméter. Je l'ai fait en 5 jours, comme tous les autres producteurs Déméter. Et puis là, j'ai vu que c'est quand même très intéressant ce qu'on fait. Surtout les jeux qu'ils font entre eux, ces trucs spirituels, c'est très intéressant et je suis content que j'ai vu, moi. Mais je dois dire que je n'ai pas le temps pour pratiquer tous les jours ça. Mais on doit aussi voir que ce n'est pas une école tout facile qu'on fait un cours et après on le comprend. C'est plutôt une philosophie qu'on apprend tous les jours un peu et puis qu'on doit essayer de se développer avec Déméter. 5 jours de cours, c'est pas énorme en fait pour changer de manière de produire. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme et c'est pour ça que ces groupes de travail, ces groupes d'échange sont si importants. Il y a aussi l'idée d'avoir un parrain, une marraine par ferme qui accompagne la personne qui fait leur conversion pour qu'on n'ait pas le cours et puis le contrôle et puis ça va pas entre deux. Donc il y a vraiment une personne qui accompagne ces gens, qui est là pour répondre aux questions, qui va regarder la situation aussi spécifique de la ferme par rapport aux plantes et aux animaux qui vivent là-bas pour vraiment avoir un accompagnement. Pour pouvoir conserver le label Déméter, le producteur doit régler une cotisation. Cette année, pour Yannick, ce sera plus de 1000 francs. Il doit également payer à Déméter 0,2% de son chiffre d'affaires pour utiliser le label. S'il était une laiterie ou un moulin Déméter, ce serait 0,6%. Yannick doit encore soumettre sa comptabilité à des contrôles chaque année et le solde de son exploitation est analysé au minimum chaque 10 ans. De toute façon, si quelqu'un essaye d'utiliser des produits ou des choses interdites, ça va se savoir tout au long de la chaîne de plus-value parce que voilà, il y a des lots qui vont être contrôlés plus tard, après dans les moulins ou dans les laiteries. Et là, la traçabilité est vite refaite jusqu'aux producteurs, productrices. Je vais traiter mes plantons avec les préparations dynamiques.
En français, on dit la bouse de corne. Et puis, nous, on ne fait pas encore tout seul, mais on a la possibilité d'acheter des autres fermes, des autres exploitations, et c'est ça ce qu'on va faire. Ça sert à quoi? Ça sert surtout pour la plante, qu'elle a une bonne santé, qu'elle est forte, qu'elle peut pousser et puis qu'elle ne vienne pas malade. Un traitement propre à la biodynamie. Produire de cette manière nécessite plus de main-d'œuvre. Du coup, les légumes estampillés sont achetés par la grande distribution un peu plus cher qu'en bio. La différence maintenant, si on prend une kohlrabi, c'est environ bio, je reçois 1 franc 85 centimes. Et puis en Déméter, pour un kohlrabi rouge, je reçois environ 1 franc 95 centimes, 2 francs. Donc ça fait presque 10%? Ça fait presque 10%, ouais. Et ça, c'est ça ce qu'on a discuté avec Migros, ce qu'elle bute environ, les 10%, qu'on peut environ faire ça. En magasin, la Migros propose ses kohlrabi au prix de 3,90 francs pièce, soit 2 fois plus cher. Avec ce prix, le géant orange s'y retrouve largement. Aujourd'hui, Déméter est devenu une affaire de gros sous. En 2020, la Migros a vu le chiffre d'affaires des produits estampillés progresser de 15%. Les exigences de Déméter, elles sont 1 ou 2 ou 3 crans de plus au-dessus du bio, que le bio s'est tellement généralisé qu'il y a une demande aussi pour l'avant-garde d'un label, même si en fait c'est le label le plus vieux du monde puisqu'il date de 1924. Et c'est clair que ça va coûter plus cher. Donc nous, on achète ces produits aussi plus chers. Et puis, naturellement, ils sont à la vente plus chers parce que le prix est reporté forcément sur le prix de vente. Au sein du mouvement, la décision de travailler avec la Coop et la Migros a fait grincer des dents. C'est un chemin que moi je soutiens, mais qui est dans ce sens peut-être un peu dangereux parce que c'est des machines de consommation et puis nous, ce n'est pas notre philosophie. Mais il faut aller là où les gens sont. Les gens vont dans les Coop et les Migros. Et puis dans ce sens, on a vraiment pu ouvrir le marché pour les produits Déméter. Autre point de tension, dans l'assortiment Déméter des Coop et Migros, la plupart des produits viennent de l'étranger. Difficile à avaler pour la base. Les grandes surfaces, avec cette idée de circuit court et d'économie locale, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit essayer d'amener ces produits, les faire connaître à tout un chacun à travers un système de supermarché, de distributeurs qui n'est pas extraordinaire, même on pourrait dire pas génial du tout, mais il est quand même là. Ou alors non, on dit un peu comme moi, je suis un idéaliste, je ne veux pas travailler avec les grandes surfaces, les gens viendront petit à petit. Moi, évidemment, je préfère le circuit court et local. Le transport, vous savez, ce n'est pas un des plus grands aspects de l'impact écologique d'un produit. On a des produits qui sont naturellement impossibles à trouver en Suisse, l'huile d'olive Déméter par exemple. Après, sur d'autres produits, sur des fruits secs ou autres, il y a des pays qui vont produire ces denrées-là, qui sont aussi spécialisés, ensuite dans des labels qui offrent des produits d'extrêmement bonne qualité. Et ça permet aussi de répondre à la demande sur ces produits-là. Migros et Coop peuvent librement acheter des produits Déméter suisses ou étrangers. Le label est aujourd'hui présent dans 65 pays. Le grand siège de Déméter se trouve à Darmstadt, en Allemagne. Une entité puissante au service de la biodynamie. Les flux financiers sont importants. Le nombre d'hectares labellisés en France, c'est plus de 20 000 hectares actuellement. C'est plus de 1200 exploitations agricoles, dont la moitié viticoles, qui sont labellisées Déméter, d'après les chiffres même de cette entreprise. Donc c'est évidemment, et en plus Déméter vend des préparations, donc c'est des entrées financières non négligeables, qui finance une structure spiritualiste qui, il faut quand même le dire, est considérée en France comme présentant un risque de dérive sectaire. Il appartient probablement aux distributeurs, pour le coup, d'avoir une responsabilité morale. La responsabilité morale de vendre des produits, s'ils le veulent, anthroposophiques, donc biodynamiques, très bien, mais d'informer le client et d'informer le consommateur en disant, voilà, ce produit-là a été fait selon un cahier des charges
qui contient de la magie, qui contient de la pseudoscience. Il n'y a pas de produit toxique dedans ou quoi que ce soit, mais simplement, sachez que vous êtes en train de financer non seulement un produit, mais aussi une multinationale occultiste. On a eu un certain nombre de questions sur les réseaux sociaux. On a répondu aussi comme moi je vous réponds, c'est-à-dire que ça répond à une demande. Alors, ce n'est pas à nous de penser ou de dire ce qu'il faut penser par rapport à une philosophie. C'est une philosophie qui a pu faire son chemin, qui répond aussi à une demande d'une partie de la clientèle. Beaucoup de clientes ou de clients achètent des produits Déméter parce qu'ils sont sensibles à la rigueur des directives. Ils sont sensibles aussi quelquefois au goût. Ça, c'est vraiment à la cliente ou client de choisir. Bonsoir Claude-Alain Gebhardt. Bonsoir Linda. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes entre autres éleveur de bovins, producteur de céréales, certifié Déméter et très actif au niveau de la biodynamie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient un risque de dérive sectaire dans la biodynamie? Ben écoutez, pour moi la biodynamie c'est une frontière entre l'agronomie et la pensée magique. Alors effectivement, cette frontière est très intéressante à explorer, mais elle laisse peut-être la place, dans certains cas et pour certaines personnes, à des dérives ou des biais. Rudolf Steiner, qui a écrit, qui a donné les cours aux agriculteurs en 1924, s'est exprimé dans un allemand romantique, académique, de la fin du 19e siècle, qui a été pris en sténo et traduit en français. Et c'est vraiment très hermétique et difficile à comprendre, pour moi en tout cas. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure porte d'entrée. Et donc, effectivement, les gens qui se réfèrent tout le temps aux écrits de Rudolf Steiner risquent bien d'interpréter des choses de manière un petit peu parfois difficile. Mais d'un mot, c'est intéressant parce que vous, à l'origine, vous êtes agronome, vous avez travaillé dans l'agrochimie. Aujourd'hui, est-ce que la force cosmique, l'influence de la Lune, des planètes, ça guide votre travail? Ben écoutez, oui. Je suis allé pas à pas vers une démarche qui m'a permis de m'affranchir de la chimie et de retrouver, au fond, des procédés naturels, conformes au bien-être de la vie, des animaux et des plantes. Et pour moi, disons, le travail d'agriculteur biodynamique, c'est une scène ouverte expérimentale, sans dogme, où on peut expérimenter librement. Il n'y a personne qui va me dire c'est faux ou il faut faire comme cela. Et ça me convient assez bien. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant à des préoccupations très terre-à-terre et qu'on parle de prix. On a décortiqué ça en détail avant. 1 kilo de carottes pour 5,20 francs. Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal? Écoutez, la grande distribution fait ce qu'elle doit faire. Elle fait son travail. Elle fournit les aliments aux consommateurs dans les formes et les conditions qu'ils veulent. Oui, mais qui c'est qui peut, le consommateur, qui c'est qui peut payer des carottes à ce prix-là? Il y a toujours dans la société des gens riches qui souhaitent, pour des raisons, disons, vertueuses, de prendre soin de leur santé ou de prendre soin du climat ou de soutenir l'écologie et la biodiversité, dépenser un peu plus d'argent. Donc Déméter, c'est pour les riches? Déméter, c'est pour les riches. Parce qu'à ce prix-là, effectivement, je vois mal, disons, le consommateur courant se payer des carottes à 5 francs le kilo. Donc, c'est effectivement comme cela. Mais moi, ça ne me choque pas plus que ça, parce que finalement, si des consommateurs souhaitent payer très cher leur alimentation, c'est un peu comme s'ils donnaient de l'argent au WWF ou à ProNatura, plutôt que de pratiquer leur spiritualité à l'église, par exemple. C'est une façon de faire. Et finalement, la grande distribution, elle déteste qu'on parle de ses marges, on ne va pas trop en parler, mais elle fait un travail très social en redistribuant l'argent, finalement, vers la nourriture de plus bas de gamme, comme un budget ou prix garanti, dont les marges seront moins élevées. Ce que vous nous dites, finalement, c'est que c'est une sorte de parrainage, presque quelque part, d'acheter du Déméter. Oui, et merci beaucoup pour vos explications, Claude-Alain Gebhardt. On retiendra cette idée Déméter pour les riches. Très bonne soirée à vous. Merci à vous, au revoir. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Une histoire de panne maintenant qui a coûté une petite fortune à nos téléspectateurs. Une coupure d'électricité, une régie qui ne répond pas et des milliers de francs perdus. Le récit d'Alain Orange. Le blackout, notre nouvelle hantise collective pour l'hiver prochain. Des experts dignes de foi nous prédisent le chaos si la fée électricité venait à nous faire faux bond, ne serait-ce que pour quelques heures.
Le jeudi 31 mars dernier, à 18h, ce jeune couple lausannois a bien failli vivre ce scénario catastrophe. Tout commence par une banale ampoule grillée. Avant de changer l'ampoule, on s'est dit que c'était plus prudent de couper l'électricité dans l'appartement. J'ai changé l'ampoule et quand j'ai remis l'électricité, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus du tout de courant dans l'appartement. Je me suis dit, c'est la première fois qu'on change quelque chose à la maison et tac, on a fait sauter toute l'électricité. 18h45, Kamal court acheter des plombs de rechange avant la fermeture des magasins. Peine perdue, le courant ne revient pas. Il est maintenant 19h. Kamal tente en vain d'appeler la régie de l'immeuble, Privera, qui est déjà sur répondeur. Lisa dépose alors un avis sur le site internet de Privera. Elle reçoit par mail une réponse standard. Merci pour votre annonce que nous avons enregistrée. En cas d'urgence, veuillez appeler le numéro de téléphone affiché dans votre immeuble. Donc là, le numéro d'urgence, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appelé ? On a attendu un petit moment au téléphone, on n'avait personne au bout du fil. Et vu qu'on avait déjà appelé le numéro usuel, qui ne répondait pas non plus, et après avoir ouvert le ticket en ligne, on s'est décidé à chercher une entreprise de dépannage. On était un peu désemparés parce qu'on peut difficilement vivre sans électricité. Et pensant au frigo, au télétravail, on n'avait pas le choix. Tous deux travaillent à la maison le lendemain et Lisa doit rendre un document important. Une entreprise de dépannage a justement 2 réparateurs dans les environs. Ils arrivent sur le coup des 20 heures. Ils se sont directement mis au travail, ils sont regardés sur notre étage, mais aussi dans la cave du bâtiment. Ils ont cherché le problème. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils nous ont dit que c'était assez grave et que notre système électrique était vétuste et qu'ils avaient rarement vu quelque chose comme ça. Et à la fin, ils nous ont dit qu'il y avait un risque d'incendie. Et quand ils nous ont parlé du risque d'incendie, on a dit d'accord, faites votre travail. Lisa et Kamal patientent plus de 2 heures dans le noir, pendant que les électriciens s'affairent de la cave à l'étage. Il est déjà 22h30 lorsqu'ils présentent la facture, et elle est salée. Ils ont remplacé un disjoncteur, des câbles et tout le tableau électrique. Au total, plus de 3 600 francs à régler immédiatement. On ne pouvait pas le payer avec une seule carte. Et on a utilisé ma carte, la carte de Lisa et notre carte en commun avec nos économies. 2 mois qu'on avait prévu en Cambodge pour travailler dans une école, la fin de cette année. Et tout ça, en fait, on a utilisé pour payer la facture de l'électricité. On mettait depuis plusieurs mois de côté pour ce voyage et cette soirée-là, ça s'est évaporé. Les électriciens nous ont précisé plusieurs fois que ce n'était pas de notre faute, que c'était vraiment le système électrique de l'appartement qui était vétuste et du coup, nous, on pensait qu'on allait être remboursé par la régie. Dès le lendemain matin, vendredi 1er avril, Kamal appelle la régie. Le lundi suivant, 4 avril, il lui envoie la facture ainsi qu'un rapport de l'entreprise qui précise avoir constaté un défaut au niveau des portes fusibles, des traces d'usure sur des câbles et un risque d'incendie. La faute n'est pas due au locataire. Mardi 5 avril, la régie prend acte. J'accuse bonne réception de votre courriel, il est en cours d'analyse. Je vous reviens dans les meilleurs délais. Mais la régie va attendre le 20 juin pour rendre son verdict. Après 2 mois et demi, elle annonce par mail qu'elle refuse de verser 1 centime. Les travaux commandés par vos soins sans l'accord de la gérance ou du propriétaire ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement. C'était un coup de massue, pour être honnête. C'était un gros coup de massue parce que pendant presque ces 3 mois, on pensait que l'affaire allait être réglée. J'étais bien fâchée, oui, et aussi vraiment dégoûtée et fatiguée aussi de tout ce processus qui a quand même pris plusieurs mois. Et je n'ai pas vraiment compris pourquoi, pour une réponse assez simple, ils ont quand même mis plus que 2 mois. Alors, qui a raison ? La régie, qui estime ne pas devoir payer puisqu'elle n'a pas donné son feu vert,
ou les locataires qui n'ont pas voulu attendre pour parer au risque d'incendie. Pour l'ASLOCA que Lisa et Kamal ont consulté, la réponse ne fait aucun doute. Il n'y a pas une règle de droit stricte qui encadre ça. Si on veut, le locataire a une sorte de devoir de diligence, de prendre soin du bien dans lequel il vit et prendre aussi en compte les intérêts de la partie bailleresse. Il incombait à la régie de mener ou pas ces travaux. Or, la régie était injoignable. Et dès lors qu'on dit qu'il y a un risque d'incendie, il y a une forme d'urgence qui apparaît. Les locataires avaient le choix de ne pas demander l'intervention ou de la demander. Et face à un risque aussi important et aussi grave, ils ont fait ce que beaucoup de gens, je pense, l'immense majorité de gens auraient fait, c'est qu'ils ont demandé la remise en état de l'installation électrique pour écarter ce risque. Les travaux étaient-ils exagérés ? Difficile à dire maintenant que l'installation défectueuse a disparu, au profit d'un joli tableau tout neuf. En tout cas, les vérifications opérées par l'électricien de la régie ont révélé un travail bien fait. Les travaux commandés par vos soins ont été contrôlés. Ils n'ont fait l'objet d'aucune remarque technique. Ils sont aux normes. Bien, à vrai dire, ça montre une chose, c'est que ce n'était pas une fausse entreprise d'électricité qui aurait monté une arnaque avec une page Internet que, par hypothèse, les locataires auraient contacté et qui auraient exécuté des travaux n'importe comment. Ça montre au moins que ce sont des gens compétents qui sont intervenus et ça donne du crédit dès lors à leur affirmation qui disait il y a un risque réel d'incendie. Donc, toute la réparation qui visait à écarter ce danger d'incendie, à mon sens, elle doit être prise en charge par la partie bailleresse. Pour se faire rembourser, Lisa et Kamal sont bien décidés à porter l'affaire devant la justice. C'était pas des travaux pour améliorer notre vie à l'intérieur du appartement. Moi, je me demande aussi, est-ce que la régie, elle préfère vraiment le risque d'un feu dans le bâtiment au lieu de juste payer une facture assez petite comparée à tout ce qui aurait pu venir. Nous sommes des gens de bonne foi, on n'a jamais eu d'histoire. On paye nos factures et on aimerait que ce soit reconnu. Puis, pour toutes les personnes qui sont dans une situation similaire à la nôtre, j'aimerais que notre histoire serve d'exemple. Nous avons bien sûr interpellé la régie Privera. Elle nous répond. Les travaux en question nécessitaient une intervention provisoire pour remédier aux problèmes constatés par les locataires. Nous ne contestons pas la nature des travaux, mais le montant facturé. Privera affirme en effet avoir sollicité des contre-offres qui se sont avérées beaucoup plus basses. Dès lors, la régie annonce la société propriétaire est disposée à rentrer en matière sur un remboursement à hauteur de 1 000 francs. Alors évidemment, c'est mieux que rien, mais les deux locataires auront tout de même sorti 2 600 francs de leur poche.